Mais miracle, encore une petite vidéo. Dans ce niveau 2, on va avancer petit à petit vers notre nature profonde. On a vu qu'avec l'incarnation, finalement, on mettait à l'épreuve notre capacité à évoluer, notre foi, je dirais, aveugle, en notre élévation spirituelle, en tout cas en notre capacité à nous élever spirituellement, pour pleinement expérimenter les lois universelles de l'attraction, du libre arbitre et de l'amour. Et ça va nous permettre de mieux comprendre ce qu'on a fait avec les 28 jours. Finalement, on s'est éloigné du mental et on a basculé peu à peu dans la conscience au niveau du cœur. Et avec cette réincarnation, j'insiste encore, on a compris que notre corps n'était qu'une combinaison qui était périssable et qui allait disparaître. Et on a surtout compris qu'on n'était pas, du coup, notre corps. J'insiste bien là-dessus. En fait, on n'est pas des humains en train de nous ouvrir à une expérience spirituelle, c'est le contraire, nous sommes des êtres spirituels en train d'expérimenter, de pratiquer, de nous offrir une expérience humaine. Tu vois, ça change un peu le rapport, ça devient très différent. Et pour comprendre cette différence, je vais te parler de ton ego. Et ça va être super important. Et le siège de notre petit roi, de notre adversaire, son trône, c'est le cerveau. Et on s'en remet constamment à lui pour faire nos choix, pour décider ce qui est bon pour nous, ce qui va, ce qui ne va pas, qui est digne de confiance, ce qui ne l'est pas, ce qui est acceptable ou ce qui est condamnable. Et en fait, durant nos expériences de vie, à chaque fois, on se laisse guider par notre partie cérébrale qui fait beaucoup de bruit et qui prend toute la place, si bien qu'on se fie à l'ego au mental en fait comme une boussole infaillible, tu vois, quelque chose de cartésien, de raisonnable, de raisonné. Et le hic, le gros souci, c'est que l'ego, le cerveau en fait est très doué pour comprendre que 2 plus 2 ça fait bêtement 4, mais par contre pour tout le reste c'est juste une catastrophe. Et si tu confies ta perception du monde à un outil qui est catastrophique et foireux, ça complique, si tu veux, ça complique ta compréhension. Et je vais te montrer que ton cerveau n'est absolument pas fiable. Alors je vais te montrer dans un premier temps un design de Akiyoshi Kitaoka qui nous pond quand même un joli petit visuel sur fond flashy, fluo. Et normalement, ton regard, en fait, ton interprétation de ce visuel devrait traduire un certain mouvement sur les 4 zones du visuel à mesure que ton œil se balade sur cette image. C'est ce qu'on appelle une illusion d'optique et tu vas avoir le deuxième visuel du même auteur qui provoque aussi une autre illusion, en fait, une autre sensation de mouvement, peut-être plus prononcée cette fois. Toujours du même auteur, je te partage une autre image qui va inviter ton traitement de l'image à produire une forme d'ondulation, alors qu'en fait il n'en est rien du tout, c'est juste l'interprétation. Et on va aller un petit peu plus loin avec des exemples plus ou moins connus. Tu as déjà dû rencontrer par exemple l'illusion, la figure de Müller-Lyer, tu sais, avec 3 traits strictement identiques de la même longueur en fait, et les flèches avec leur orientation différente en fait génèrent un contexte qui perturbe ta capacité à mesurer, à comparer les 3 traits alors qu'ils sont strictement de la même dimension. Ça apparaît très clairement par la suite. On a aussi dans le même genre l'illusion des bingos, qui est où on a 2
ronds orange qui sont pareils, strictement de la même taille, même si ça paraît difficile comme ça à imaginer. C'est le contexte en fait, les formes bleues, gris-bleu autour qui va t'induire en erreur. Toujours le contexte. Et d'ailleurs, ça paraît évident quand on retire le contexte. Et effectivement, les deux boules orange font la même taille. Dans le même style, je continue, hein, parce que des exemples, il n'en manque pas. Tu as l'illusion de Ponzo, qui est très très connu aussi, avec le couloir de métro londonien. Euh, donc avec la perspective, en fait, dessinée par le carrelage sur ce mur du couloir de métro, on a les deux barres rouges qui paraissent nettement différentes. La première au premier plan paraît beaucoup plus petite que celle du fond. Et une fois encore, c'est le contexte qui nous induit en erreur. Et si on enlève, si on supprime les lignes de perspective et tout le contexte, ben ça paraît évident. Les lignes rouges sont strictement les mêmes. Bref, ce que je veux te dire, c'est qu'en fonction du contexte, notre cerveau n'est pas du tout fiable, n'est pas voilà, il est en difficulté en fait pour traiter les informations. En fait, pour donner du sens à nos perceptions, le cerveau va s'appuyer sur nos expériences vécues, comme s'il cherchait à mettre de la colle, si tu veux, entre deux morceaux de vase cassés pour restituer quelque chose qui ressemble à peu près à quelque chose. Et des fois, la colle qu'il met entre les deux morceaux est assez importante, assez épaisse. Et tu as aussi des exemples animés où le cerveau là produit des choses assez étranges. Tu sais, c'est le fameux l'exemple de la danseuse en rotation. Et ben, si tu la regardes et si tu observes son ombre au sol ou en jouant sur ton regard, en plissant un peu des yeux, tu peux peut-être parvenir à voir sa rotation changer de sens. Tu as certaines personnes qui n'arrivent qu'à la voir dans un sens de rotation et d'autres qui la voient tourner strictement dans l'autre sens. Parce qu'en fait, ça va dépendre du cerveau de chacun qui va générer en fonction de l'expérience de l'individu une image en 2D. En fait, ça va générer des volumes sur cette image en 2D. Si on l'arrête, cette image, en fait, ce n'est qu'une silhouette, on ne voit pas les volumes, on ne peut pas le deviner. Mais le cerveau, lui, en voyant l'image en mouvement, va immédiatement en fait, recréer les volumes pour te raconter une histoire visuelle en 3D. C'est aussi l'histoire dans un autre registre visuellement. Alors là, c'est pas sur quelque chose qui bouge, mais le fameux dessin Mon épouse et la belle-mère, en fait, en fonction de ton âge, ton cerveau va chercher va identifier quelque chose dans ce dessin qui est double en fait. Et on se rend compte, pour les gens qui utilisent ce dessin en termes d'analyse et tout, que si tu es jeune, tu vas avoir tendance à voir la jeune femme en fait de 3/4 avec le bel ovale du visage vraiment la mâchoire qui est bien marquée, l'oreille et avec un ras de cou. Par contre, si tu es quelqu'un d'un petit peu plus âgé, tu vas voir plutôt une mamie de profil, avec un nez crochu, l'œil avec les cernes et un menton proéminent avec une bouche sévère qui grimace. Voilà. Et tout ça, c'est dans le même dessin et ça va dépendre essentiellement de ton âge. Et on va continuer dans les explications avec le mur cassé. En fait, toutes les lignes là sont vraiment parallèles. Il n'y en a pas une seule de travers de biais. Mais ton cerveau va avoir tendance à l'interpréter autrement. Et tu peux le regarder de plus près. C'est inspiré en fait des illusions de Zollner plus connues, où là c'est diagonales, c'est pareil, sont strictement parallèles. Alors on est induit en erreur par les petits morceaux qui viennent barrer ces diagonales. C'est parce que le cerveau fait sa tambouille, si tu veux. Il l'analyse comme il en a envie, mais c'est loin d'être juste. Et dans la figure suivante, sur cette grille, ton cerveau va penser qu'il y a un point noir à l'intérieur de chaque point blanc, ou en tout cas il y a un petit point gris qui se déplace en fonction de là où ton œil se situe sur la grille. Si tu l'observes attentivement, froidement, en fait il n'y a rien du tout.
C'est ton œil en fait qui va aller mixer les espaces noirs avec les points blancs. Voilà. Tu peux aussi clairement voir une sphère en déplacement sur l'image suivante, ou une ondulation sur sur la dernière figure. Et je pourrais continuer comme ça très très longtemps. Je te mets un dernier exemple en vidéo avec les points roses sur fond gris en fait. Et on va voir dans ce cercle en mouvement en fait composé de points roses, tu vas voir un point vert apparaître surtout si tu fixes la cible avec la petite croix au centre. Et je pourrais te trouver des tas d'exemples comme ça. Je pourrais continuer, mais vraiment pendant des heures, parce que le cerveau déduit des choses. Il va compléter en faisant sa sauce. Le cerveau va essayer à chaque fois de donner du sens à ce qu'il voit, à ce qu'il perçoit. Et il va essayer de le faire coller avec ce que tu as déjà connu, ce que tu as déjà expérimenté, ce que tu as déjà vu. Et il va pas se contenter de fonctionner comme ça uniquement pour ce qu'il voit, pour les illusions d'optique. Il va aussi le faire pour tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas goûter. On va être à chaque fois dans une illusion. Par exemple, un truc tout bête, hein, tu as déjà dû le faire, tu mets une main sous l'eau froide, une main sous l'eau chaude, en fait tu vas obtenir de l'eau tiède. Tu vas ressentir dupé par ton cerveau, tu vas ressentir de l'eau tiède. Et bien l'ego fonctionne exactement pareil, c'est très simple parce qu'il est c'est un pur produit du cerveau, et donc il va faire la même chose pour ce que tu penses et ce que tu ressens. Et c'est encore des illusions sur le même principe. Ton petit roi, je te l'ai dit, il va se servir à chaque fois d'une croyance qu'il va attraper pour combler ce qu'il ne comprend pas ou ce qui le gêne vis-à-vis de sa propre version des faits. Et il va le faire à chaque fois pour faire concorder ta perception de la réalité avec son propre mode de fonctionnement. Et là, tu vas commencer à comprendre que, comme pour les illusions d'optique, c'est vraiment, vraiment pas fiable et en fait, tu te fais balader constamment. Et au-delà de ça, l'ego a j'ai envie de dire un petit bonus, un petit truc en plus, c'est qu'il a une volonté assez pernicieuse et propre qui dépasse le simple fait de chercher toujours à valider son explication, sa version des faits. Et ce petit truc en plus, c'est qu'il va te faire croire qu'il est une bouteille d'eau et que tu es le contenu de cette bouteille d'eau, que tu es l'eau qu'il y a à l'intérieur, que tu es à l'intérieur de cette bouteille, alors qu'en réalité, tu es un océan. Et tu es même tous les océans. Tu vois, dans le niveau 1, je t'ai dit que le seul temps qui existait pour ton cœur, c'était ici et maintenant. Parce que ton passé, en fait, c'est une construction mentale. C'est ton cerveau qui maintient, en fait, ta mémoire, ta mémoire, tes souvenirs sont alimentés cérébralement, en fait, mentalement. Et c'est ton ego qui va le déformer à sa guise en fonction, de tes expériences, de ton vieillissement, et qui va rattraper tel ou tel souvenir, qui va coller de plus en plus à ce dont tu as besoin de te rappeler. Donc ton ego déforme tes souvenirs dans le but de consolider encore tes croyances. Et il va comme ça façonner ta mémoire lentement pour aller extirper des expériences de vie qui vont valider à chaque fois ton raisonnement à chaud en fonction des événements. Et il va aussi projeter dans le futur avec des incertitudes, avec des et si, avec de l'angoisse ou juste des possibilités, des choses qui vont coller aux croyances auxquelles tu adhères actuellement. Alors, on l'a vu, nous on s'en est servi dans le niveau 1 pour aller chercher sur la ligne de temps nos gratitudes, mais maintenant en niveau 2 on va regarder les choses un petit peu plus objectivement, parce que ça a été pratique dans le niveau 1, maintenant on va creuser davantage. Ton passé n'existe plus. Il est maintenu en vie par ton mental, et ton futur n'existe pas encore. Et pourtant, tu laisses l'un et l'autre volontiers t'envahir dans ta
cette charge mentale, tu la laisses t'envahir et dans une certaine mesure, tu vas même lui permettre de te laisser être déterminé par cette construction mentale. Tu vois ce que je veux dire? C'est une espèce d'immense bibliothèque d'interprétations foireuses pour des choses passées ou des choses à venir, et tu vas quelque part accepter d'être déterminé par ça mentalement. Socialement, ton ego, il va influencer tes choix. Par exemple, ton choix de carrière. C'est pareil, c'est une construction mentale. Ton ego, il va te raconter une petite histoire et tu vas croire à cette petite histoire, cette petite musique, parce que ton petit roi va te dégoter des preuves, des éléments, des croyances et des souvenirs et des choses que tu as pu voir et cru interpréter qui vont valider et épaissir, étoffer le scénario que tu as déjà validé. Moi, par exemple, je te fais une confidence, moi le fait d'être auteur, très longtemps j'ai pas osé parce que c'était un peu le terrain de jeu de mon père. Quand j'étais en pyjama, tout petit, il écrivait déjà. Alors il a écrit des trucs qu'il a jamais exploités. Ma mère aussi, ma mère peignait depuis très très longtemps. Elle a d'abord fait du pastel, puis après elle s'est mise à peindre. Et j'avais jamais osé peindre parce que c'était le terrain de jeu de ma mère. Puis bon, plus tard en grandissant, j'ai vu que mon père ne faisait rien de ses textes, on va dire, professionnellement, quoi. Il les publiait pas. Alors mon ego s'est dit que je pouvais tenter l'expérience et aller fouler un petit peu son jardin secret. Puis je me suis aperçu, avec ma mère qui vendait de plus en plus de toiles, qui commençait à se faire un petit nom, que c'était sexy d'être artiste. Et je l'ai déjà dit sur le groupe de soutien, j'ai expliqué tout ça. Et je me suis rendu compte qu'être auteur, c'était super sexy. J'avais déjà parlé, socialement, c'est super sympa. Dans le regard des gens, t'es dans une espèce de bulle, t'es porté, surtout en France, auteur, c'est vraiment, quand t'es écrivain, c'est vraiment un truc à part. Et ce truc à part, ça plaisait bien à mon ego, c'était du petit lait, tu vois. Tu es vraiment très très bien perçu, c'est très agréable. Donc en fait, tout ça pour dire que ton job actuel, il est en accord avec cette histoire murmurée par ton ego, qui est tricotée par ton ego et qui est consolidée par les preuves qu'il veut t'apporter à chaque fois. Et cette histoire, bien sûr, elle peut évoluer. Là, tu adhères à cette histoire en ce moment, mais cette histoire, elle peut évoluer en fonction de tes déceptions, des événements que tu vas rencontrer, des discussions, parce que ton ego va se débrouiller pour jamais être mis en défaut. Et si tu t'arrêtes 2 secondes, depuis très très longtemps, depuis toujours même, pas une seule fois dans ta vie, tu as été en désaccord avec ton ego. Parce que c'est précisément sa stratégie. Et c'est sa stratégie pour se faire oublier tout en te tyrannisant. Parce que si t'es pas en désaccord avec lui, en fait tu le confonds avec ce que tu es. En gros, c'est un peu l'ego, c'est un peu le meilleur ami qui t'empoisonne lentement et que tu soupçonnerais jamais. Mais même au dernier moment, tu pourrais pas le remettre en cause. Et il fait ça, comment te dire ça simplement? Il fait ça parce qu'il a très peur que tu l'identifies, justement, que tu le reconnaisses, que tu le vois tel qu'il est. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'ego est agressif. C'est pour ça qu'il contient en lui la graine de la violence, de la peur. Parce que la nature même de l'ego tient de l'instinct de survie. Je t'en ai déjà parlé dans une autre, dans une autre vidéo du 2e niveau. En fait, il a conscience, en tout cas il sait qu'il porte en lui la graine de la mort. Pourquoi? C'est tout simple, parce qu'il est intrinsèquement lié à ton cerveau, il est organiquement attaché à ton cerveau. Le cerveau est un organe, ton cerveau est tributaire de ton corps, et ton corps va mourir, il va vieillir, il va cesser de fonctionner. Et quand ton corps va mourir, ton cerveau va mourir, et ton ego va être emporté. Et en fait, il a très très peur de la mort, ton petit roi. C'est pas toi qui as peur de la mort, c'est lui. Et donc, si on va par là, si on commence à examiner l'ego de près, son fonctionnement, pour tes relations, c'est pareil. Si
l'outil cérébral est foireux, c'est-à-dire tu as vu les illusions d'optique, et bien en fait tu as des illusions sociales en fait. Si ton outil cérébral est foireux, si l'ego n'est pas fiable, quels critères objectifs il te reste pour choisir tes relations? Sur quels critères tu peux te baser objectivement si tout ça est foireux pour choisir tes amis, pour choisir même ton conjoint? Quand quelque chose va te plaire, te séduire chez une personne, chez ton conjoint, c'est quoi le critère fiable et objectif qui fait que tu vas être séduit? Toi, pas ton ego. Quand quelqu'un va t'irriter, si vraiment tu t'observes objectivement, tu vas être irrité, un peu agacé, parce que, enfin, quand je dis tu, ton ego va être irrité, agacé, parce que cette personne, elle va venir, secouer, ébranler, percuter ou même mettre le feu à la petite histoire que raconte ton petit roi, à propos des gens, à propos de l'amitié, à propos de l'amour, à propos du sexe, à propos de la famille. Donc, tu vois, tout ça, c'est une construction mentale, mais il faut vraiment en avoir conscience et essaye de balayer ta vie comme ça, de regarder. Tu, tu ne penses pas en ce moment ce que tu pensais sincèrement à l'âge de 16 ans. Et tu vois, on ne peut pas penser la même chose à 30 piges, à 40 piges, à 80 balais. C'est pas possible parce qu'on n'a pas eu la même expérience. Après, tu as un cumul de pensées, d'expériences, de déceptions, de victoires, etc. qui modifie complètement la petite histoire que te raconte ton ego. Et si on est honnête, t'as pas du tout le même regard et les mêmes pensées maintenant là, en regardant cette vidéo, que lorsque tu avais 8 ans. Toutes les pensées, tout le mental de ton enfance a complètement disparu. Ça a été enseveli sur tout ce que tu as vécu, sous tout ce que tu as vécu. Ça s'est évaporé ou ça a été englouti, peu importe. Et pourtant, tu es encore là. Ça veut dire que tu n'es pas tes pensées. Et ça veut dire aussi que tu n'es pas tes émotions. On va un petit peu plus loin. Tes émotions, c'est pareil, elles changent. C'est un peu une météo fluctuante. Par exemple, à titre personnel, le Mathieu en colère après BlackRock, Klaus Schwab, von der Leyen et tous les gens que j'appelais des enfoirés de l'état profond il y a quelques mois n'existent plus. Cette colère-là a disparu, s'est évanouie. Parce que maintenant, je suis avec vous, dans la gratitude. Je suis en train de vous regarder éclore. Donc je suis très très apaisé, je suis très dans l'amour. Donc cette colère a disparu, et pourtant je suis toujours là. Donc ça veut dire que je ne suis pas une émotion, je ne suis même pas le cumul de mes émotions. Et toi-même, en fait, vous tous, là, mes miracles, vous êtes passés par tous ces stades, par le doute, la tristesse, la rage, l'incompréhension, le rejet. Et au moment où l'émotion apparaît, ça t'envahit tout entier, ça t'enveloppe, ça guide même tes actions, tes pensées, ça détermine ton bonheur et même ça détermine qui tu es sur l'instant. Et pourtant, toutes ces facettes sont venues, sont passées, ont disparu, et tu es là, en train de regarder cette vidéo. Donc on n'est pas nos émotions. Parce qu'elles sont que le fruit des histoires racontées, maintenues et modifiées de temps en temps par l'ego. Et t'es pas ces histoires. T'es pas ces scénarios. Donc, quand je t'ai dit dans une autre vidéo que le but de notre évolution, finalement, c'était de transformer l'égoïsme en amour, de tendre vers moins d'égoïsme et vers plus d'amour, pour aller vers un amour inconditionnel, c'était vrai, mais c'était incomplet. Pour y arriver, en fait, pour passer, tu sais, les 3 stades, vanité, orgueil, superbe, et avancer dans toutes ces nuances, et puis en sortir, et aller vers plus de vérité, de sincérité de nous-mêmes. Le véritable but de notre existence, il faut le comprendre du coup sur Terre, c'est de découvrir notre état naturel. C'est un peu le but de ce niveau 2, et de découvrir notre part illimitée, celle qui est divine.
Et ce but, finalement, il peut se résumer en une phrase, c'est de nous souvenir de tout ce que notre âme sait déjà. C'est ça, en fait. Le but d'une vie terrestre, ça va être ça. Et plus tu vas t'en souvenir vite dans tes incarnations, et plus tu vas monter haut jusqu'au moment où tu n'auras plus besoin d'être un humain. Et pour faire cette découverte ou cette redécouverte, on doit avoir une compréhension, et cette compréhension, je crois que c'est ce qui peut nous arriver de plus pur, de plus profond, de plus radical, là, dans notre expérience de vie, ici, maintenant. Et cette découverte, c'est ce qu'on peut appeler la vérité. Et par définition, ce dans quoi on vit actuellement, cette espèce de matrice, et même le fait de sortir de ce monde matriciel et de l'observer, tout ça n'est qu'un mensonge, un rêve, une illusion, ou plutôt une compilation d'illusions avec des ordres de préférence en fonction de ce que t'a raconté ton ego. Et ce mensonge, cette illusion, va passer par un mauvais usage d'une expression qu'on inculque aux quatre coins de la planète, depuis toujours, et à tous les enfants. C'est je suis. Ce je, c'est une erreur monumentale. L'attribution qu'on en fait derrière, en fait, l'association de je et de ce à quoi on l'attribue derrière, c'est un désastre. Je suis fatigué, je suis stressé, je suis en retard, je suis débordé, je suis créatif, je suis dégoûté. Je suis en couple, je suis compétent, je suis malheureux, je suis à l'écoute des gens. Je suis toujours là pour aider, je suis la bonne poire, je suis crédule. Je suis étourdi, je suis le roi des cons, je suis qu'une merde, je suis en colère, je suis accro. Je suis malade, dépressif, bipolaire, en rémission, en récidive, en sursis. Je suis au régime, en souffrance, en équilibre. Je ne suis pas capable. Et tout ce que tu mets derrière ça, c'est une erreur monumentale. Non, tu n'es pas quoi que ce soit. C'est ta combinaison, ton véhicule, qui est par exemple malade ou fatigué, ou stressé, ou détendu. C'est ton corps qui va être fatigué, voilà. C'est ton cerveau qui va penser telle ou telle chose. C'est ton ego, en fait, qui va te raconter que tu es morose, que tu es dépressif, que tu es tout petit, que tu es limité. En réalité, la meilleure expression pour remplacer ce « je suis », elle me vient de mon binôme karmique qui dit, ça m'a fait tilt, je trouve que c'est très bien pour t'expliquer, mon humain est. Tu vois, ça crée le décalage. C'est pas « je suis fatigué », mon humain éprouve de la fatigue. Mon humain est fatigué. Tu vois, c'est plus tout à fait pareil déjà. On pourrait dire, tu vois, mon humain, on pourrait dire mon Sims, tu vois, un petit peu, tu vois le décalage que ça crée. Donc c'est ton humain qui est dépressif, qui est sur la défensive, qui est limité, qui est en manque de sucre ou en manque d'affection, qui est à la recherche de la gloire, qui a faim ou qui a sommeil. C'est ton humain. C'est ton humain qui est tout ça, ton Sims, si tu préfères, ta petite combinaison, ton véhicule, quoi. Et ça crée une énorme confusion qu'on entretient tout le temps. Tu n'es pas une personne. Tu n'es pas l'association corps-esprit. Et on le croit depuis longtemps, il y a une terrible confusion. Et du coup, quand tu crois que tu es ton corps et ton esprit, en fait, et ton ego, quand ton ego est vraiment plaqué sur ce que tu as l'impression d'être, tu penses que tu vas mourir, et ça va déterminer ta façon d'être, d'agir, de te comporter avec toi-même, avec les autres, et ça c'est hyper angoissant. En réalité, c'est ça que je cherche à te dire, c'est ton ego qui a pleinement conscience, en tout cas qui sait pertinemment qu'il est une construction cérébrale organiquement attachée à ta matière grise. Et ta matière grise, en effet, peut périr, peut péricliter et va mourir.
Et il est pas con, ton cerveau. Il le sait, ça. Il voit bien les gens mourir. Donc en fait, la construction mentale produite par le cerveau le sait aussi. Du coup, ton petit roi, là, ton adversaire, ton petit roi sur son trône, il sait qu'il va fatalement passer l'arme à gauche, qu'il ne va pas survivre. Et donc, il a un logiciel agressif qui est dans cette course contre la montre. Il est motorisé, ce logiciel, par la peur de disparaître. C'est vraiment son framework, pour rester dans des termes informatiques. Ça va être le langage de son logiciel, la peur. Et ça va motiver l'égoïsme, l'attaque, la violence, le fait de prendre aux autres, tu vois, de prendre le dessus, mais même de posséder. Tout cet égoïsme-là, la recherche du superficiel, de l'égarement dans les plaisirs, dans les addictions, de l'autodestruction, en fait de tout ce que va t'insuffler l'ego. Et ça va être bien sûr toutes les variantes des 3 stades d'évolution qui nous amènent petit à petit à la souffrance, qui nous amène à la compréhension pour nous délivrer, tu sais, de l'ego. Vanité, orgueil, superbe, avec tous ces stades-là. Et en fait, ton ego, vu qu'il sait qu'il porte en lui la graine de sa propre faim, eh ben, il va tout faire, mais pour se plaquer à ce que tu es. De manière à ce que la frontière soit si mince, tu vois, que tu puisses pas dézoomer, en fait. Et ça va entretenir en permanence la confusion et l'illusion de cette réalité. Parce que tu vas l'apercevoir à travers justement le prisme de l'ego qui va être plaqué au plus près de ce que tu es. Il va faire énormément de bruit pour pas te laisser le temps de te décaler, en fait. Parce qu'il a très peur de mourir. Et au-delà d'avoir peur de mourir, il y a une chose qui le terrifie encore plus à ton ego, et tu vas voir au moment où je vais le dire, ça va commencer à vibrer en toi, c'est de disparaître avant que ta mort naturelle se produise. C'est de disparaître avant que ton corps ne s'éteigne. C'est-à-dire qu'il est hyper angoissé, il est terrifié à l'idée que tu le regardes tel qu'il est, que tu l'identifies, ça y est, tu t'en dissocies et que tu le découvres tel qu'il est. Parce qu'à la seconde précise où tu le vois tel qu'il est, où tu t'en défais, où tu t'en dissocies, il va perdre toute sa stature, il n'aura plus rien d'un roi. Il va vraiment se ratatiner comme une petite chose de jour en jour. Il va plus avoir de poids. Il va essayer de temps en temps, mais il le sait très bien, il n'aura plus aucune conviction dans ce qu'il va faire. Ça va se désagréger, en fait. Il va se vider de... Le fait de l'observer, toi, tel que tu es, tu vas l'observer, lui, tel qu'il est. Le fait d'en faire cette dissociation, tu vas le vider de sa substance. Et ce moment précis où tu vas le vider, où tu vas lui enlever tout pouvoir, c'est sa hantise. C'est sa destruction, en fait. Parce que c'est pas la mort qui l'aura emporté, c'est toi qui l'auras tué. Et l'idée que tu lui survives dans ce corps, dans cette expérience de vie, le terrorise, ça le flingue. Autant que l'idée que tu ouvres vraiment les yeux sur cette réalité. Voilà. Et pour ouvrir les yeux sur cette réalité, je pense qu'une bonne image, ça serait... imagine qu'on prenne un bébé, directement sorti du ventre de sa mère, et on va lui placer un casque de réalité augmentée, tout léger, tout discret. Et ce casque de VR, tu vois, il a une batterie de 70, 80 ans. Ça, c'est l'autonomie du casque. Et ce casque de réalité augmentée, donc tu vois, partout, on le plaque sur les yeux du bébé pendant... il grandit avec pendant 5 ans, 10 ans, 40 ans. Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, très rapidement, dès l'enfance, au bout d'une dizaine d'années, il va perdre la conscience qu'il existe autre chose en dehors du monde dans lequel il est projeté, dans ce casque. Et ce casque, d'ailleurs, parle tout le temps, avec sa propre voix. C'est l'ego. Et ce qu'il voit dans ce casque, ça l'hypnotise. Et ça, c'est le monde tel que tu le vois. Le monde, la matière telle que tu l'expérimentes. Eh bien, en fait, imagine, au niveau de la confusion avec l'ego,
que ben, c'est un peu comme si on était trop près de l'écran, trop près pour découvrir qui on est vraiment. Trop près pour réaliser qu'il y a autre chose, qu'on est autre chose, et que tout ceci n'est qu'un rêve, une réalité rêvée en fait. Et que la vérité, elle, inchangeable et inchangée, est en dehors de cette projection. Elle nous entoure. Elle est en dehors du temps et de la matière, et c'est tout ce qui est autour de nous, en dehors de ce casque de réalité augmentée. Alors en attendant la prochaine vidéo, j'aimerais que tu observes de plus en plus toutes les fois où tu remarques que ton ego cherche à te raconter une petite histoire. Et je vais te donner un bon indice, une bonne piste pour faire ça. C'est toutes les fois où tu t'énerves, toutes les fois où tu t'agaces, c'est d'excellents marqueurs. Donc pendant les jours qui arrivent là, identifie tous ces moments où tu t'impatientes, où tu te mets en colère, où tu mets en doute, où tu doutes de toi-même, où tu pestes après les gens, où tu ne les écoutes pas vraiment. Tu sais, même dans une discussion, très intéressant ça. Dans une discussion, ton ego a très très envie de répondre et de raconter sa propre salade. Où tu es déjà dans la question que tu as envie de poser sans écouter l'autre. Très intéressant d'observer ça. Je te demande, ça va être ton petit exercice en attendant la prochaine vidéo. Observe ton petit roi, regarde le faire et vois ce que ça donne de temps en temps. Plus tu vas le regarder faire, plus tu vas l'identifier facilement. Et moins ça va résonner juste en toi. Fais-le de plus en plus ça. Et on en reparle dans la prochaine vidéo.